Willkommen, bienvenue, welcome dans une nouvelle vidéo. Tintin. On se retrouve aujourd'hui dans un format un peu plus chill que d'habitude. J'avais envie de vous proposer un nouveau format de vidéo dans lequel je serai dans mon canapé et dans lequel on pourrait aborder divers sujets sur la littérature, ce qui fait le monde de la littérature actuellement, qu'est-ce qui se passe, quoi, en gros, dans la sphère littéraire. Ça va être un format pas trop long, hein, je vais pas discuter pendant une heure, d'autant plus que je suis seul. Ça pourrait être très bien en live, je pense, mais j'ai absolument pas le temps de faire des lives sur Twitch en ce moment. Ça pourra certainement parfois s'apparenter un peu à ce qu'on faisait quand on faisait les revues de peste, où on lisait la presse, et notamment la presse littéraire. C'est discuter de façon un peu chill, dans mon canapé, chez moi, un samedi matin ou un dimanche matin, ou à n'importe quel moment que vous regardez cette vidéo. Pour le moment, j'ai pas de micro pour enregistrer mieux ma voix, donc j'espère que le son va pas être trop dégueu, et si c'est le cas, je pense que je ferai les prochains épisodes avec un micro-cravate. Dans tous les cas, je vous invite à prendre une petite boisson et n'hésitez surtout pas à, bien évidemment, vous abonner et activer les notifications, etc. sur la chaîne si ça vous intéresse, l'actu littéraire, mais aussi à commenter. C'est vraiment un format qui se prête à la discussion et à l'échange, donc ça sera très souvent des sujets où j'aurai pas d'avis tranché, ou en tout cas pas la solution, ou pas de... si c'est un peu sujet à débat. Voilà, c'est parfait pour discuter. En premier lieu, j'aimerais vous parler du Shiny Spring Challenge. On est aujourd'hui le 13 avril et donc on est à peu près à la moitié du challenge qui a commencé le 1er mars et qui se termine le 31 mai. Si vous ne connaissez pas le Shiny Spring Challenge, ou si vous n'êtes pas vraiment dans la sphère de Booktube, ou que vous ne me connaissez pas et que c'est la première vidéo que vous regardez, c'est un challenge thématique. En gros, c'est comme un énorme club de lecture dans lequel n'importe qui peut participer. Je propose des petites catégories, des petits challenges de lecture, comme lire un livre engagé, lire un livre qui se passe au bord de l'eau. Chacun peut proposer ses recommandations, chacun peut lire le livre qui lui plaît, qu'il a dans sa pile à lire ou qu'il ne l'a pas, qu'il va se procurer, enfin voilà. Donc on est à la moitié du Shiny Spring Challenge et j'ai fait le point ce matin. Et donc sur les 16 catégories que j'avais proposées, les 16 petits challenges de lecture, j'en ai déjà réalisé 9, donc j'ai dépassé la moitié. J'ai lu au total 10 livres qui peuvent rentrer dans les différentes catégories, dont dont 2 livres qui rentrent dans la même catégorie. Je vous le dis pêle-mêle comme ça. Je mettrai bien évidemment les vidéos qui expliquent ce que c'est que le challenge juste ici, mais rapidement, j'ai coché la case Sous les pavés la plage en lisant un roman engagé avec l'homme qui meurt. J'ai également lu dans la catégorie Fais ce qu'il te plaît qui parle de sexualité, des sexualités, en lisant une autrice concernée avec V. Sommer de Sarah Gouraud. Dans Sortir de la chrysalide, un roman qui parle de transfuge de classe, j'ai lu La place et la honte de Annie Ernaux, donc je coche la catégorie. Flora, Perséphone et Brigitte pour ce qui est de l'écologie ou de la littérature de l'imaginaire, j'ai lu Somnambule de Dan Caon. Pour le nouvel an iranien Nowruz, un roman qui était sorti en 2023, j'ai lu L'affaire Rachel. Pour Équinoxe à Teotihuacan, lire un roman avec la couverture blanche, j'ai lu Autour du monde de Laurent Mauvigné. Songkran, la fête de l'eau en Thaïlande, j'ai lu Les marins ne savent pas nager. Pour Jardin de printemps, lire un recueil de poésie, j'ai lu Poèmes et antipoèmes de Nicanor Parra. Et pour Untitled 582 de Cindy Sherman, un roman un peu bizarre écrit par une femme bizarre, j'ai lu 4e génération de Wendy Delorme. C'est vraiment des... Là, en voyant toutes ces lectures, c'est des lectures qui, moi, m'inspirent le printemps, pour la plupart. Les marins ne savent pas nager, Poèmes et antipoèmes de Nicanor Parra, V. Sommer de Sarah Gouraud, Annie Ernaux. C'est des thématiques qui me font penser au printemps, le renouveau, la sexualité, l'éveil, etc. Donc je suis très content de mes lectures. J'ai lu d'autres livres qui pourraient rentrer dans des catégories, mais ils ne font pas partie de la pile à lire originelle, donc je ne les compte pas. Mais voilà, j'espère que le challenge se passe très bien pour vous. N'hésitez pas à faire un petit point d'étape, soit dans les commentaires, soit en vidéo si vous êtes vidéaste, ou sur Instagram. Vous êtes encore quelques-uns à m'identifier quand vous faites des lectures en rapport avec le Shiny Spring Challenge. C'est dur en fait de faire vivre le challenge sur les 3 mois. C'est vraiment un temps long pour Booktube, hein. Booktube c'est, je sais pas, 2 semaines en gros. Donc là, faire vivre quelque chose sur 3 mois, c'est pas simple. Je ne propose rien en plus en termes de goodies ou de quoi que ce soit. Donc j'avais pour idée de faire un live, comme je viens de vous le dire juste avant, j'ai pas le temps pour faire des lives en ce moment. Donc je verrai. Si je trouve le temps et que ça vous intéresse, on pourrait faire un live sur le Shiny Spring Challenge, à voir, dites-le moi dans les commentaires, ça serait cool. Concernant l'actualité de la chaîne, il y a aussi le cabinet de lecture qui là est un book club sur l'année, mais qui est plus facile à faire vivre au quotidien parce que il se limite à 1 mois. Enfin, c'est vraiment 1 livre par mois, ou 2 livres par mois en l'occurrence. Au mois de mars, on est passé dans le trimestre des diversités, car à chaque trimestre, je mets une thématique.
Et donc je voulais mettre à l'honneur les auteurs homosexuels, les autrices lesbiennes et les autoristes trans. Au mois d'avril, pardon, on a lu où on va lire Maurice de Foster et La Maison du Bout du Monde de Cunningham. J'ai pas encore lu La Maison du Bout du Monde, mais j'ai lu Maurice et j'ai été un peu déçu. Je vous en parlerai plus profondément en point lecture, mais c'est un bouquin qui a été écrit en 1913, donc qui a les stigmates de son époque, et qui n'a pas été aussi révélateur et impactant en tant que moi, homosexuel de 2024, qui lit ce livre. Je ne doute pas de ses qualités littéraires, je ne remets pas en doute non plus le poids qu'il aurait pu avoir s'il avait été publié en 1913 à son année d'écriture. C'est un roman qui a été publié à titre posthume dans les années 71-70. Donc évidemment il était déjà même peut-être moins impactant, mais voilà, quand on recontextualise, c'est vraiment je pense une œuvre majeure de la littérature homosexuelle. Donc je suis très content de l'avoir lu, mais de mon point de vue du temps présent, j'ai été un peu moins impacté que ce que je pensais. Et je vous le dis tout de suite parce que là on est déjà mi-avril, mais au mois de mai on lira des autrices lesbiennes, et les 2 livres qui ont été sélectionnés, c'est La Vallée des Fleurs de Corneliussen, qui est une autrice danoise je crois, ou islandaise, et Les Oranges ne sont pas les seuls fruits de je ne sais plus comment s'appelle l'autrice, mais qui est aussi une autrice lesbienne. Donc ce sont 2 autrices qui sont lesbiennes, donc concernées, et qui écrivent sur le fait d'être lesbienne. J'espère que vous prenez plaisir à participer au cabinet de lecture. Vous pouvez vraiment nous rejoindre sur Discord où on échange. C'est un Discord qui est assez calme. Je sais qu'il y a des gens qui ont un peu peur parfois d'aller sur Discord parce qu'il y a des gros Discord où ça parle beaucoup. C'est pas le cas de mon Discord. Il y a des discussions qui sont intéressantes. On est assez nombreux, mais tout le monde ne participe pas, donc vraiment chacun peut parler. On n'est pas du genre non plus, enfin de ce qui se passe pour l'instant, à parler tous les jours, toutes les 5 pages de notre avancée dans la lecture. En gros, chacun fait des points d'étape à peu près à la moitié du roman, ou dans le premier quart, on dit ce qu'on pense sans trop spoiler, et à la fin, chacun donne son avis propre. Donc voilà, c'est un Discord qui est très chill, très cosy. N'hésitez pas à nous joindre si ça vous intéresse. Concernant le reste de la chaîne YouTube, vraiment là, comme je l'ai dit plusieurs fois, j'ai pris mon rythme, j'arrive à poster mes vidéos chaque semaine et je suis content de ça, et vous, ça a l'air de vous plaire aussi. La chaîne a eu 3 ans et je regardais pas du tout les statistiques jusqu'à il y a pas longtemps. J'ai toujours eu de la chance avec YouTube, ça a toujours bien fonctionné pour moi. Dès que je suis arrivé sur YouTube, je vais pas dire que j'ai explosé, mais à l'échelle de Booktube, j'ai quand même eu une grosse audience très rapidement, un public, vous, qui êtes assez engagé. J'ai toujours quand même des commentaires, de l'échange. Enfin voilà, je pense faire partie des chanceux de Booktube à qui tout a souri assez rapidement. Et donc là, je ressens un peu de frustration parce que votre engagement est toujours présent. Les nombres de vues sont constantes, vraiment, j'oscille entre les 1500, 2000 vues par vidéo, plus proche des 1500. Et le nombre d'abonnés n'évolue plus et je ne sais pas à quoi c'est dû. En refaisant ma bio Instagram, en fait, comme c'est un peu le visuel que les maisons d'édition voient en premier, enfin la façade de la boutique, je mets le nombre d'abonnés que j'ai sur YouTube parce que je sais que les maisons d'édition ne vont pas forcément directement sur la chaîne YouTube et voient plutôt qui on est par Instagram à mon avis. Et donc je mettais ma bio Insta à jour, puis je dis tiens, je vais peut-être modifier mon nombre d'abonnés parce que pendant un temps vraiment ça a augmenté, mais je prenais chaque année, la chaîne a 3 ans, chaque année j'ai pris plus de 1000 abonnés parce qu'on arrive aux 3800 et quelques abonnés à l'heure actuelle. Et en changeant le nombre, je me suis rendu compte que, contrairement à d'habitude, ça avait moins augmenté. Donc je suis allé voir mes statistiques sur YouTube, et je dis pas du tout ça pour me plaindre, hein, c'est vraiment une discussion justement. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, le nombre d'abonnés évoluait moins, en tout cas moins vite. Alors est-ce que c'est parce que voilà, je suis quand même déjà à presque 4000 abonnés, donc c'est génial et je reviens pas. En fait, j'y ai pensé la dernière fois en me disant que chaque semaine, il y a quand même 1500 personnes qui écoutent ce que je dis. C'est assez ouf. Et moi, je suis juste là, assis devant mon canapé, à vous parler dans la caméra. Mais c'est chouette, mais je m'interroge sur pourquoi ça augmente plus. Est-ce que mon contenu est de moins bonne qualité? Est-ce que les gens se lassent? C'est probablement ça. L'offre est de plus en plus complète, j'ai envie de dire, sur Booktube. Hein, c'est aussi un marché, l'offre et la demande. Et l'offre de contenu littéraire sur YouTube est en explosion. Est-ce que c'est parce que aussi les gens, avec le boom de TikTok ou du format court en tout cas, ne regardent plus des formats longs? Moi je sais que je ne consomme pas du tout de BookTok. Je ne consomme pas de contenu littéraire sur TikTok. D'ailleurs j'en ai même pas, hein, dans ma For You page, j'ai que des gens qui se cassent la gueule ou des trucs humoristiques. Comme c'est quelque chose que je consomme pas et que je ne connais pas, je n'arrive pas à savoir.
mais moi j'ai besoin du temps long pour entendre quelqu'un parler de livres. J'ai besoin des 20 minutes, 20-30 minutes, ça me va très bien. C'est pour ça aussi que je suis pas addict aux vidéos de plus de 30 minutes, parce que moi-même j'ai du mal à les consommer. Mais donc voilà, je m'interroge, qu'est-ce qui fait que ce chiffre d'abonnés n'augmente plus? Et je suis persuadé, ça je le sais, qu'en postant ce genre de vidéo, le nombre d'abonnés va chuter, enfin je vais perdre quelques abonnés. C'est quelque chose qui ne m'arrive pas, je ne perds pas d'abonnés, juste je n'en gagne pas. Ou alors vraiment si j'en perds un, j'en gagne un, enfin ça s'équilibre tout le temps, mais je n'ai pas des gros moments de désabonnement avec plein de gens qui se désabonnent. Ça n'est jamais arrivé là en 3 ans sur la chaîne, et peut-être que c'est ça aussi, je me dis, là vu que ça n'augmente plus, c'est peut-être ça la prochaine étape, c'est aussi perdre des abonnés. Et si les gens veulent partir, qu'ils partent, hein. Vraiment je ne vous tiens pas en otage, mais c'est quelque chose qui fait tout le temps se remettre en question, ce syndrome de l'imposteur, de voilà, je suis pas légitime. Les maisons d'édition de toute façon s'en foutent totalement de YouTube, ou en tout cas ne s'y intéressent pas tant que ça, elles s'intéressent beaucoup plus. Quoique, je sais pas. En fait, j'en sais rien, parce que j'ai une maison d'édition, l'Iconoclaste pour pas la nommer, qui m'a dernièrement parlé de Titiou Lecoq et d'Une époque en or, dans laquelle j'ai parlé, livre duquel j'ai parlé il y a 2 semaines. Donc il y a sûrement des maisons d'édition qui font leur boulot et qui vont voir, surtout, d'autant plus quand elles t'envoient un service presse, vont voir la chronique qu'en fait le youtubeur. Mais voilà, donc ça m'intéresse de savoir, vous, quel est votre rapport à YouTube? Est-ce que vous continuez à découvrir des nouvelles chaînes? Est-ce que ça vous arrive de vous désabonner? Par rapport à mon contenu, qu'est-ce que vous en pensez aussi? Tout est bon à prendre, et j'accepte totalement la critique. Donc c'est justement pour essayer de coller le plus à vos attentes sans me perdre, parce que comme je vous le dis, j'aime pas le format court, j'aime pas le format trop long. Le vlog, j'ai du mal à en faire parce que je suis pas quelqu'un de très esthétique, donc j'ai du mal à faire des beaux plans, à avoir des beaux sons, parce que j'ai pas non plus un matériel de dingue. J'ai une très bonne caméra et un micro qui est pas dégueulasse, mais c'est tout, et voilà, enfin bref. Je comptais faire, je commence à travailler entre gros guillemets, avec Réflexion sur la question gay de Didier Ribon, qui est un essai sur l'histoire de l'homosexualité en gros. Enfin ouais, un essai sociologique sur l'homosexualité masculine principalement. J'ai envie de faire des formats de vidéos un peu plus poussés et un peu plus travaillés, et peut-être un peu plus écrits et esthétiques. Je ne sais pas encore comment je vais me démerder, parce que l'esthétisme en vidéo n'est pas forcément mon point fort. Mais est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait? Là évidemment, comme première vidéo, vous vous doutez, ça va parler d'homosexualité, parce que c'est un sujet qui m'anime, mais ça pourrait être tout ou n'importe quoi. Mais voilà, je suis très friand des vidéos que Margarito a pu faire dernièrement. J'ai toujours adoré le travail de Qu'est-ce qu'on lit, Marouchka aussi sur YouTube. Des vidéos un peu plus léchées, un peu plus travaillées, qui partent souvent d'un essai, ou en tout cas de sociologie, et qui mêlent de la littérature à ça. C'est un peu politisé aussi. C'est ce vers quoi, dans ma vie actuelle, je me dirige, vers une certaine politisation. Est-ce que vous, c'est du contenu qui vous intéresserait ou pas du tout? Vous n'êtes sûrement pas sans savoir que c'est le Salon du Livre de Paris en ce moment, depuis jeudi, je crois, jusque dimanche. Et donc, à l'occasion, on a une tripotée d'annonces sur le livre, beaucoup de politiques qui prennent la parole, notamment Emmanuel Macron et Rachida Dati dernièrement, sur le marché du livre, sur qu'est-ce que c'est que la lecture, etc. Enfin voilà, tout le monde vient apporter son grain de sel, parce que ça se passe à Paris, et que du coup ça fait très bien d'aller visiter le salon du livre, notamment quand on est politique, et de dire ce qu'on pense de la lecture. Et j'ai relevé 2-3 trucs, 2-3 articles sur le monde de l'édition et du livre et de la lecture à l'heure actuelle, et j'avais envie d'en discuter vite fait avec vous. Ce qui m'a frappé, c'est que dans le top 20 des meilleures ventes, donc littérature, dans le classement c'était littérature, il y a 13 bouquins qui sont de la littérature dite de genre, et 9 sont de la romance, ou de la dark romance, ou de la romantaisie, qui est le genre à la mode en ce moment, et qui se vend beaucoup, parce que je vous dis, 9 livres du top 20 font partie de la romance. Et dans ce top 20, il y a les 3 tomes de Saison de Morgane Moncomble, des livres comme Lake-Stone, qui est le spin-off de Captive, qui est un livre qui a fait beaucoup de bruit sur BookTok. Je crois 3 ou 4 dark romance, de la romance plus contemporaine, normale, enfin générale, je sais pas, je m'y connais pas grand chose en romance. Une romantaisie aux éditions Roncière, qui est une maison d'édition assez récente. Il y avait 3 polars, Bernard Minier, Karine Gebel et l'auteur que j'aime pas trop, Joël Dicker, et Oli de Stephen King. Donc ce top montre que ce qui se vend, c'est la littérature de genre, et de la littérature qui n'est pas forcément valorisée par
le consortium français, élitiste un peu. Et le pire, c'est que ce top s'intéresse à 334 librairies indépendantes. Donc on peut pas dire oui, mais c'est parce que les gens qui sont pas forcément des grands lecteurs ou c'est le grand public va acheter ses livres chez la Fnac, chez Cultura, donc c'est ce qui se vend là-bas. Et ben non, en fait c'est aussi représentatif chez les librairies indépendantes. On a tendance à nous dire et à nous faire croire que les vrais lecteurs, ceux qui lisent de la littérature blanche générale, comme moi, se déplacent uniquement en librairie indépendante et que le grand public va chez Cultura. Là, c'est un classement qui est édifié par rapport à des librairies indépendantes et les tops de lecture sont quand même de la littérature de genre. Donc, les tops des ventes sont quand même de la littérature de genre. Les 7 autres romans de ce top sont Jean-Paul Dubois, qui publie un nouveau livre après le Goncourt qu'il a eu en 2019, donc du coup, ça fait un peu de bruit. Il y avait un Guillaume Musso, sûrement un Grimaldi, et Les yeux de Mona chez Albin Michel, qui est un bouquin sur une histoire un peu dramatique, quelqu'un qui perd la vue et qui du coup se décide d'aller voir toutes les grandes œuvres du monde dans les musées. Enfin voilà, c'est de la littérature plutôt grand public. Le livre que je vois là dans le top qui est un peu plus peut-être niche, ça serait le Jean-Paul Dubois, parce que c'est un auteur qui se lisait beaucoup, mais voilà, avant qu'il ait le Goncourt, c'était pas non plus un auteur hyper grand public, et là, je pense qu'il est dans le top parce qu'il a eu son concours il y a 5 ans, mais voilà. Il faut aussi arrêter de cracher sur la romance, la dark romance, chose que moi-même je fais. Enfin, c'est pas un genre qui m'attire, donc c'est facile de taper dessus. Et pour autant, c'est ce qui fait vivre le monde de l'édition. Sans ces bouquins-là, sans ces ventes-là, on ne pourrait pas publier d'autres choses ou éditer d'autres choses. Donc remettons quand même l'église au milieu du village. Moi je n'aime pas ça, je n'en lis pas, je critique parfois les qualités littéraires de certains textes. À mon avis, Lexstone, Captif, tout ça, niveau littéraire, c'est pas de la grande littérature. Borderline, il y a un truc qui s'appelle Borderline qui est dans le top aussi. Mais ça a son public et ça fait lire des gens. Donc moi je suis plutôt de la team genre... si ça fait lire, tant mieux. Contrairement à certaines personnes qui disent oui, mais lire à quel prix? Enfin voilà. On a fait un épisode de podcast d'ailleurs, que je vous mettrai le lien ici. Oui, et puis là je vous mets la couverture si vous voulez du podcast. Mon podcast qui s'appelle Demi-Molle. Il y a 2 épisodes qui sont postés pour l'instant et le 3e sort pas ce week-end mais le week-end prochain, que je présente avec Momotte. Et notre épisode 2, ça s'appelle Comment lire plus. Et justement dans cet épisode, on parle de la littérature, comment elle est perçue, comment on l'aperçoit, nous en plus qui sommes un peu dans le monde littéraire parce qu'on participe à différents groupes et salons littéraires. Voilà, et on parle pas forcément des genres de lecture, mais des injonctions à la lecture, mais ça se rapproche un peu de il faut lire à tout prix. Et sur la lecture à tout prix, il y a Monsieur Macron qui nous a fait une petite échappée là dernièrement, qui suite à une data qui dit que le temps de lecture est en baisse, les jeunes, je crois que c'était 15-24 ans, passent en moyenne 3 heures par jour sur les écrans et seulement 20 minutes devant un livre pour le plaisir. Donc il veut, comme le sport, en mois de janvier, il avait dit qu'il faut que chaque élève, chaque enfant fasse 30 minutes de sport par jour. Ben là, il a dit qu'il faudrait que chaque enfant lise entre 15 et 30 minutes par jour un livre. C'est de la merde, c'est du bullshit, c'est Emmanuel Macron qui fait du Emmanuel Macron, quoi, voilà. Il s'engage pour la lecture, il s'engage par la littérature, il veut que les gens lisent, mais à côté de ça, il n'y a pas grand-chose qui est fait aussi pour vraiment donner envie de lire et pour valoriser tous les genres de lecture, parce que ce que Emmanuel Macron veut que tu lises, c'est pas des mangas et c'est pas de la romance. Ce que Emmanuel Macron veut que tu lises, c'est les classiques, c'est Alexandre Dumas, Victor Hugo, enfin voilà, tous ces classiques qu'on nous dit tout le temps, mais vous voyez, c'est des classiques que tout le monde peut lire, qui sont vraiment géniales, que même les jeunes peuvent prendre plaisir. Oui, mais non, les jeunes, ils ont pas envie de lire Alexandre Dumas, et s'ils veulent, ils liront Alexandre Dumas quand ils auront 20 ans, 25 ans, 30 ans, ou pas du tout, et ils ne s'en porteront pas plus mal. Donc voilà, je suis quand même un gros lecteur, quelqu'un qui parle de livres à la caméra, mais je ne suis pas pour la lecture, il faut qu'on lise. C'est la lecture qui prime sur tout, le reste, c'est le meilleur hobby de la Terre. Non, Déjà, c'est comme interdire quelque chose, ça donne aux gens de plus en plus envie de le faire. Je pense que annoncer sans cesse à quelqu'un, il faut que tu lises plus, passe moins de temps devant ton écran, sors ton bouquin, ça ne marche pas et ça ne fonctionne pas, donc c'est pas comme ça qu'il faut faire. Dans la même veine, il y a Rachida Dati, j'ai vu ça ce matin, qui annonce que dans les quartiers prioritaires de la ville, dans les logements sociaux, on va installer des bibliothèques et des librairies, parce qu'elle a remarqué que les bibliothèques étaient souvent en centre-ville et que les personnes qui habitent dans des logements sociaux ne se rendent pas en bibliothèque. Donc du coup, on va faire venir la bibliothèque chez eux. Ça m'interroge sur plein de points en fait. Déjà, c'est pareil, si on dit, je vais schématiser, mais parce que c'est quelque chose qui me touche personnellement,
travaillant moi-même en tant que travailleur social dans un quartier prioritaire de la ville, donc un quartier défavorisé. Les quartiers prioritaires de la ville, ce sont des quartiers qui sont délimités par l'État, pas tous les ans, mais assez régulièrement, pour dire que bah voilà, dans ces zones-là, il y a des problèmes économiques, il y a des problèmes d'éducation, il y a des problèmes socioculturels. C'est des zones dans lesquelles il faut mettre des moyens. Donc, c'est principalement ce qu'elle annonce Rachida Dati, c'est que c'est dans ces quartiers prioritaires-là, on va injecter du livre chez les pauvres. En gros, on va foutre des livres chez les pauvres, je schématise. Et bah déjà, non. En fait, les pauvres n'ont pas besoin de livres. Les pauvres, moi qui travaille avec eux au quotidien, ils ont besoin de manger et ils ont besoin de se loger. Parce que à Reims, à l'heure actuelle, avoir un logement social, c'est 1 an et demi, 2 ans d'attente. Je travaille avec une collègue qui habite dans un foyer parce qu'elle n'a pas d'accès au logement social, parce qu'il n'y a pas de logement social à sa disposition. Enfin, on ne peut pas lui proposer un logement social alors qu'elle est CDIsée, qu'elle a un CDI. Donc, on va intégrer, parce que c'est ce qu'elle dit dans l'article Rachida Dati, je vous mettrai les sources évidemment en barre d'infos, on va mettre dans les logements sociaux, on va alors soit construire des nouveaux bâtiments pour mettre des bibliothèques ou des librairies, ou alors on va prendre des appartements qui existent déjà pour y mettre des bibliothèques ou des librairies. Donc ça veut dire retirer du logement social alors qu'on n'a pas assez de logement social pour loger tout le monde. Et mettre une librairie au rez-de-chaussée d'un immeuble, c'est pas ça qui va faire que les gens vont venir acheter des livres et vont se mettre à lire. Je sais pas à quel moment le gouvernement a pensé que ça allait être une bonne idée. Mais les gens, moi-même, on n'a pas assez d'argent au quotidien pour aller acheter à manger ou pour vivre décemment. Enfin, il y a quand même une grosse crise sur le pouvoir d'achat à l'heure actuelle et on veut nous faire croire que le besoin, c'est d'avoir des librairies et des librairies de proximité ou des bibliothèques de proximité. Donc bref, déjà l'idée, je la trouve complètement à chier dès le début, même si pavée de bonnes intentions, parce que oui, on va donner un accès à la culture. Je suis pas sûr que ce soit prioritaire dans le quinquennat d'Emmanuel Macron. Si on passe ce côté priorisation, concrètement, comment ça va se passer? On nous annonce que ce sont des associations de l'éducation populaire en alliance avec des communautés, des communautés de communes, enfin des communes, des municipalités. Donc une coopération entre la ville et les associations montées en sociétés coopératives qui vont tenir ces lieux, ces librairies ou ces bibliothèques. Donc si on parle d'une bibliothèque, ça veut dire que oui, on va installer des nouvelles bibliothèques, on va créer des bibliothèques, mais non, par contre, on va pas créer des postes de bibliothécaires, on va pas payer des gens qui sont formés, dont c'est le métier, pour tenir ces lieux, on va demander à des associations et à la ville. C'est tout nouveau, hein. Le truc va être en expérimentation à Lyon, donc je m'énerve pour pas grand chose, mais c'est quand même une des grandes annonces qu'on nous fait, comme la Macronie sait si bien le faire, c'est faire des grandes annonces pleines de fumée, etc. Donc on crée des lieux avec des gens pas formés, et justement, si on veut partir du fait que dans les quartiers prioritaires, on n'a pas accès à la culture et on a besoin d'aider les gens à aller vers la lecture, c'est en mettant des personnes formées, c'est en mettant des gens qui vont pouvoir faire un vrai travail de médiation. Leur foutre des livres dans les mains, ça ne sert à rien. Et dernier point, les quartiers prioritaires sont des quartiers, c'est statistique encore, qui sont vraiment touchés par l'allophonie, c'est-à-dire qu'ils ne parlent pas la langue française, et dans lesquels il y a des cours de français pour soit primo-arrivants, donc des gens qui viennent d'arriver sur le territoire français, ou des personnes allophones qui sont là depuis plusieurs années mais qui ne parlent pas français. Et donc il y a des projets d'ateliers sociolinguistiques dans ces quartiers prioritaires, c'est-à-dire que des associations de l'éducation populaire ou des associations du territoire local donnent des cours de français pour ces personnes. Et ces cours de français sont très très mal subventionnés, sont très très mal financés pour que on puisse répondre à la demande, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de participer à ces cours de français, qui ont envie de pouvoir ne serait-ce que s'exprimer au quotidien pour aller au magasin ou pour faire toutes les démarches administratives françaises, mais on ne finance pas et on ne subventionne pas suffisamment les personnes qui mettent en œuvre ces ateliers. Et tant qu'on aura dans ces quartiers une population allophone grandissante, on ne pourra pas... C'est logique, enfin, une personne qui ne parle pas français, on peut pas l'amener vers la lecture ou la littérature. C'est une annonce de grosse merde qui est mauvaise sur plein de points et qui m'a énervé ce matin en buvant mon café. J'ai vu cet article et j'en ai parlé avec quelques potes qui sont plus ou moins d'accord avec moi d'ailleurs, mais enfin voilà. Vous allez, je vais peut-être sûrement me faire des ennemis parce que je prends une position politique dans ce... Enfin, une position politique. Je dis que je n'aime pas le gouvernement actuel. C'est pas non plus très très audacieux parce qu'on est très nombreux à ne pas apprécier ce que fait le gouvernement en France actuellement, mais là, à tout point, je trouve que cette réforme est pourrie. Et l'autre grande réforme annoncée dernièrement, c'est sur le prix unique pour le livre.
La France, depuis 1980, est un pays qui pratique le prix unique, c'est-à-dire que le livre n'a qu'un prix, peu importe là où tu l'achètes, il ne peut pas faire l'objet de réduction, enfin en tout cas dans certaines mesures, etc. C'était le premier pays au monde à mettre cette réforme en œuvre. On a été copié par plein d'autres pays. Enfin voilà, c'est quand même une loi qui a beaucoup et qui aide beaucoup le monde de l'édition, à mon avis. Là, le gouvernement se rend compte que le marché de l'occasion prend de plus en plus de place. Bah oui, ce que j'ai dit juste avant, c'est pas anodin, les gens n'ont plus de fric. Donc on se tourne vers l'occasion. D'autant plus que le prix du livre augmente de plus en plus. Les poches qu'on pouvait trouver entre 7 et 8 euros maintenant sont plus aux alentours de 9, 10, 11 euros. J'ai vu des poches à 11 euros. Par exemple, bon, c'est un essai, c'est toujours un peu plus cher. Mais là, réflexion sur la question gay de Didier Ribon chez Flammarion Champ, il est à 11 euros. Je sais même pas parce qu'il a été réédité depuis, peut-être qu'il est encore plus cher. Mircos, littérature aux éditions de l'Aube, c'est un semi-poche, on va dire 14 euros. Chez Satellite, 8,50 €. Donc là, eux, ils sont quand même restés assez fermes. Et j'en parlais avec un copain, ce grand format, les marins ne savent pas nager. Moi, je l'ai acheté il y a 2 ans, 24 €. À l'heure actuelle, il est vendu 25 €. Il a pris 1 an. Depuis sa parution, le prix a augmenté, le prix du livre, la maison d'édition a augmenté le prix du livre. On veut soutenir les auteurs. Déjà, on aimerait que les auteurs soient rémunérés au juste prix. Ça, c'est aussi autre chose que la majorité du livre ne soit plus uniquement absorbée par les éditeurs ou les coûts de production. Il faudrait qu'aussi les auteurs, traducteurs, essayistes soient rémunérés au juste prix. Mais voilà, forcément, les gens ont besoin de manger. Moi, j'ai besoin de manger. J'achète énormément de livres d'occasion. Dernièrement, j'ai beaucoup commandé sur Recyclivre, qui est le site sur lequel j'ai trouvé mon bonheur le plus facilement, qui en termes de livraison est très très facile et rapide. Donc quand j'achète d'occasion, si ce n'est chez Emmaüs, je commande sur Recyclivre. Mais ça m'est déjà arrivé de commander sur Vinted ou sur Le Bon Coin. Enfin voilà. Le marché de l'occasion, j'ai lu que c'était 888 millions de chiffre d'affaires contre en gros 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour le marché du neuf. Donc c'est en gros, si on cumule le neuf et l'occasion, c'est un cinquième à peu près. Un cinquième en termes de valeur des livres vendus en France provient du marché de l'occasion. Le gouvernement annonce vouloir pratiquer un pourcentage qui sera reversé. Donc on nous annonce ça comme reversé aux auteurs. Dans l'annonce, c'est fait comme quoi ce pourcentage supplémentaire sur cette contribution, je crois qu'ils appellent ça une contribution sur le prix du livre d'occasion, sera reversé aux auteurs ou aux traducteurs, enfin quelque chose, aux ayants droit du bouquin. Déjà, je vois très très mal comment ça peut être mis en œuvre et ça risque d'être très compliqué à mon avis, mais surtout sur le marché de l'occasion de particulier à particulier. Je vois mal comment ce pourcentage, quand moi j'achète un bouquin à quelqu'un sur Vinted, pourra revenir aux ayants droit. Ça risque d'être très compliqué parce que quand tu vois un bouquin sur Vinted, il n'est pas forcément enregistré avec l'ISBN ou quoi. Donc comment savoir qui est l'ayant droit? Ça voudrait dire faire beaucoup de modifications sur les sites de revente en ligne, en tout cas sur les sites de revente de particulier à particulier. Sur les sites de revente genre comme Momox, Rakuten, tout ça, c'est peut-être un peu plus facilement faisable, mais et encore. Et merde, lâchez-nous la grappe, laissez-nous acheter des livres d'occasion. Sur ce truc-là, je suis un peu moins catégorique parce que en fait, j'ai peut-être pas les ressources nécessaires sur les chiffres, en tout cas, combien est reversé à qui sur la chaîne du livre. C'est quelque chose que j'ai déjà lu mais que j'ai pas retenu. Donc il y a peut-être un travail à faire, effectivement. Mais à mon avis, le travail à faire pour que tout le monde soit rémunéré au juste prix et que chacun puisse acheter des livres neufs assez régulièrement ne se fait pas par une augmentation ou en tout cas une contribution obligatoire sur le livre d'occasion. Je pense que j'ai abordé à peu près tous les sujets que je voulais aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, la commenter, la faire voyager, etc. Je vous souhaite d'excellentes lectures, d'excellentes découvertes et d'être heureux.